Le Club Le Châtelier, deuxième partie. Nous sommes toujours en direct et vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez. De grosses manifestations à prévoir sur tout le territoire demain. Des agriculteurs dans la rue, sur les routes surtout, pour crier leur colère, voire leur désespoir. Bonjour Nicolas Turquois. Bonjour. Vous êtes député Modem de la Vienne et agriculteur vous-même. Autant dire qu'on a pas mal de questions à vous poser. Je vous propose d'abord d'écouter Didier Guillaume qui était au compte-rendu du Conseil des ministres il y a tout juste quelques minutes et qui nous a parlé de la situation financière des agriculteurs. Il y a un gros problème, c'est que l'agriculteur ne vit pas de son travail parce qu'il n'est pas assez rémunéré. Aujourd'hui, je pense que la profession agricole, c'est la seule profession qui vend en dessous du prix de revient. Ce n'est pas acceptable, c'est ce qui explique qu'il y a autant d'agriculteurs en grande difficulté, qui arrêtent, qui sont très endettés. Voilà, alors Claire Fournier, on va peut-être commencer avec toutes ces raisons qui font descendre les agriculteurs dans la rue, la rémunération étant la première d'entre elles. Oui, bien évidemment, on a à peu près les mêmes problèmes chaque année, et il reste d'ailleurs. Donc même si les salaires ont globalement augmenté en 2 ans grâce au prix plus élevé pour les céréales, puisqu'il y a des céréaliers, évidemment, quand on fait la moyenne, ils vivent assez mal de leur salaire. Les revenus moyens, regardez, alors, il y a évidemment de fortes disparités, mais c'est 2530 € en moyenne pour un agriculteur après les aides et avant les cotisations à payer. Mais certains éleveurs, vous le voyez, par exemple, des éleveurs se payent 500 € par mois pour 70 heures de travail hebdomadaire. Et pour 50% des exploitations, le revenu moyen est plutôt autour des 1700 €. Vous savez qu'il y a eu des accords dans la grande distribution qui devaient favoriser une meilleure rémunération des agriculteurs. Eh bien, il se trouve que ces accords profitent surtout à la grande distribution. Et puis vous ajoutez à cela la sécheresse avec certains éleveurs qui ont dû acheter du foin parce qu'ils n'ont pas récolter assez de fourrage. Il y a aussi les accords commerciaux qui fâchent. Les agriculteurs dénoncent de nombreuses distorsions de concurrence au sein même de l'Union européenne. Ça, ce n'est pas nouveau, mais se sont aussi élevés contre l'accord du CETA avec le Canada. Ils craignent l'arrivée de bœufs bon marché et nourris aux farines animales, entre autres, sans compter la perspective du Mercosur avec l'Amérique latine. Et puis, vous avez aussi ce qu'ils considèrent comme l'agribashing, donc la mise en place, par exemple, des futures ZNT, les zones de non-traitement aux pesticides près des habitations, vous savez, on en a parlé. Leur mauvaise image aussi dans les médias, ils jugent que leur métier est déconsidéré. Alors on va revenir sur toutes ces raisons évidemment. Je précise que la FNSEA a rappelé qu'elle avait interpellé le gouvernement le 8 octobre dernier et qu'il ne s'était rien passé et que c'est donc pour ça que ces agriculteurs vont descendre dans la rue demain. Nicolas Turquois, vous êtes dans la majorité, vous êtes Modem et puis en même temps vous êtes agriculteur. Comment est-ce que vous voyez ce mouvement de demain ? Alors, il y a des constats qui viennent d'être faits qui sont tout à fait justes. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vivent pas de leur métier ou qui vivent pas correctement de leur métier. Et qui plus est, les revenus évoqués sont souvent liés à des aides. Donc, au final, leur activité hors aide serait totalement déficitaire. Donc, il y a un moment donné, cette accumulation de choses, plus ce regard qui est porté, qui est jugé. Maintenant, ça m'est arrivé, j'en ai fait souvent le témoignage, ça m'est arrivé, je crois, 1 ou 2 ans avant mon élection. J'étais en train de rincer mon appareil avec lequel j'avais traité quelque temps avant. Je suis au bord de la route et ça sort par des petites buses, le produit, elle est bouchée, je descends en tenue pour me protéger, pour simplement la déboucher et la passe des vélos, et je me fais mais incendier sans que les personnes s'arrêtent pour comprendre ce que je faisais, pour comprendre la justification nos cultures sont exposées à un certain nombre de maladies et c'est effectivement très dur. J'aurais pu, ce jour-là, c'était pas le cas, être accompagné de mon fils qui parfois se mettait dans le tracteur à côté de moi pour m'accompagner. Quelle image il aurait eu de quelqu'un qui se fait agresser verbalement C'est nouveau ça ? Pardon ? C'est nouveau ça ? Ça a monté en puissance depuis 3-4 ans où avant il pouvait y avoir des interrogations. Mais en campagne on était globalement bien perçus. Là maintenant, vous avez des gens qui vous perçoivent toujours bien, mais vous avez un certain nombre de personnes qui voient, et notamment la question de traitement, parce qu'ils la comprennent pas et sont très agressifs. Et plus ça va, plus les machines sont grosses, et plus ça renforce l'impression de quelque chose d'industriel. Alors que ça se fait souvent de façon plus précise, ça se fait de façon plus raisonnée, mais on perçoit l'idée de quelque chose d'industriel. Et quand on parlait de la rémunération, parce que c'est vrai que c'est aussi le nerf de la guerre, on a écrit sur cet écran pourquoi rien ne change. Quand vous entendiez Didier Guillaume qui dit effectivement c'est l'heure du bilan, mais en fait le compte n'y est pas. Alors, c'est un aveu d'échec.
alors, il y a toujours... les choses ne sont pas aussi... uniforme que ça. Il y a des secteurs en agriculture où la situation est correcte. Il y en a d'autres qui sont en vraie souffrance. C'est l'élevage et notamment l'élevage de bovins viande qui est en vraie difficulté. Il faut analyser objectivement les choses et c'est ça toute la difficulté, c'est qu'on a une production de viande bovine qui est très morcelée face à quelques opérateurs, et je pense à le groupe Bigard, qui a une situation d'oligopole et qui empêche même, qui fait que tous les groupes de producteurs il y a un peu une sorte de course à l'échalote entre eux pour arriver à vendre. Et il y a un vrai problème de valorisation de la viande, alors qu'on a une viande d'extrêmement bonne qualité. Et je ferai un petit peu la différence entre viande bovine et viande porcine actuellement. Actuellement, il y a une épidémie qui dévaste les élevages chinois, qui s'appelle la fièvre porcine africaine. C'est pas un enjeu pour la France d'aller vendre en Chine, mais en ce moment, il y a un besoin de viande porcine et la France peut y répondre et du coup, ça améliore la situation des éleveurs porcins. La viande bovine, il y a la même demande. Sauf que comme la filière n'est pas structurée, on ne va pas y répondre. Ça pourrait faire du bien en trésorerie de ces éleveurs. Mais donc il y a un vrai sujet d'accompagnement de la filière bovine. Ça, Patrice Duhamel, c'est le problème du gouvernement ou pas? Parce que c'est quand même assez incroyable d'entendre ça. Ou quand Claire dit, voilà, les accords avec la grande distribution, en fait, ça a profité à la grande distribution. Voilà. Oui, moi ce qui me paraît très difficile à gérer du point de vue du gouvernement, donc c'est à vous de répondre, c'est une question que je vous pose, c'est le fait que les revendications sont extraordinairement différentes. Là, on est sur une espèce d'addition. C'est un malaise global, en fait. On les a évoqués, Bénédicte aussi, la rémunération, les problèmes liés à la sécheresse, l'agribashing. À mon avis, un peu exagéré sur les médias, parce que moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment que l'image des agriculteurs dans les médias soit mauvaise ou déformée. Bon, ça c'est un point de vue personnel. Ils font référence à tous les sujets d'investigation. Oui, c'est ça, sur les... Et essentiellement le pesticide, la malbouffe, etc. Oui, mais comment le gouvernement et comment les grands syndicats agricoles, je ne sais pas si vous en faisiez partie avant d'être élu, la FNSEA ou les jeunes agriculteurs, comment ils peuvent gérer quelque chose d'aussi important, d'aussi, comment dire, presque psychologique du point de vue des agriculteurs et aussi différent dans le traitement politique? Alors, j'ai eu ma carte pendant de nombreuses années à la FNSEA. Je ne l'ai plus parce que j'ai un rôle de représentation. Mais là, je ne vais pas parler nationalement, je vais parler plus localement dans les territoires où on pratique la céréaliculture. Ce qui a vraiment été pris, parce que cette année, il va y avoir un mix entre des très bonnes récoltes d'été et puis des très mauvaises récoltes maïs et tournesol, parce qu'il y a eu toute la sécheresse estivale qui fait que ce qui a été récolté là n'est pas bon. Mais ça a plutôt été correct pour les récoltes de blé, typiquement. Mais cette histoire de ZNT a été vue comme une vraie provocation. Parce que la ZNT, la distance avec les zones de non-traitement, pour expliquer aux téléspectateurs. Zones de non-traitement pour les pesticides. La distance des habitations. Oui. Et qui que vous êtes senti accusé, c'est ça? Mais non, mais même sans être accusé, c'est que le travail va se transformer en travail de dentelle. Parce que vous allez avoir, quand vous avez des territoires avec plein de lieux-dits, plein de petits villages, etc., vous allez avoir toutes vos parcelles qui sont à proximité et qui font le charme de ces villages, que vous avez l'agriculture qui est au ras. Et alors là, vous allez pouvoir traiter. Là, vous n'allez pas pouvoir traiter. Et une fois qu'on met le doigt là-dedans, parce qu'on va dire 3 mètres, on va dire 5 mètres, on va dire 10 mètres, ça ne sera jamais assez loin. Pour celui qui a une revendication contre ça, on vous dira toujours que vous êtes trop près, que vous sentez des effluves de produits. Même sur les rapports directs, je veux dire, les agriculteurs connaissent le monsieur de la maison d'à côté. Il faut partir sur une base, il y a des distances qui sont communiquées par l'ANSES, soit les produits n'ont pas de problème pour la santé, et il faut se baser sur cette base, soit c'est des produits qui sont dangereux pour la santé et il ne faut pas les utiliser. Mais cette histoire de distance, on va le vivre au quotidien. C'est déjà des problèmes de relations. Ça crée la zizanie partout. On a déjà des problèmes parce que vous passez un tracteur, je vois derrière vous passer un tracteur ou une moissonneuse. Les moissonneuses, des fois, l'été, il fait tellement chaud qu'on va récolter tard le soir. Et forcément, si vous êtes à proximité du village, ça fait du bruit. Et donc, vous avez des gens qui se plaignent de ce bruit, qui dure 8 jours, mais ils vont se plaindre de ce bruit. Et donc, plus on va multiplier ces zones de friction,
plus on va encore avoir le sentiment sur nos propres territoires d'être rejeté. Et ça, il s'agit quand même d'un problème de santé publique. Aujourd'hui, alors je sais bien qu'il y a la bataille des études, mais enfin quand même... ce que dit monsieur, c'est que si un produit qui est dangereux, on l'interdit. S'il n'est pas dangereux, on ne l'interdit pas. Oui, mais on peut peut-être s'éloigner un peu des habitations. Et quelle va être la distance ? Il y a des organismes je vais vous prendre un autre exemple. Je vais vous prendre un autre exemple parce que j'ai entendu, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui disait justement, ces zones-là ne vont pas être traitées, on va passer à l'agriculture biologique. Mais c'est absolument faux. L'agriculture biologique, il faut apporter de l'engrais aux plantes. Et vous n'avez pas le droit d'apporter d'engrais chimiques en agriculture biologique, c'est le principe. Le seul engrais que vous pouvez apporter, c'est du fumier, des lisiers, des produits d'origine. Sauf que vous avez 50 mètres de distance entre l'apport de ces produits-là, de fumier ou de lisier, par rapport aux maisons, pour des questions d'odeur. Donc les agriculteurs bio qui sont à proximité des maisons vous disent on ne peut pas faire en bio puisque on ne peut pas lui apporter l'engrais. Donc en fait, vous éloignez carrément l'agriculture. Et souvent, si on regarde l'historique, c'est des lotissements qui ont été faits des fois en périphérie des villages qui maintenant se trouvent au milieu des zones agricoles. Et donc, vous allez repousser une fois de plus l'agriculture. Julien ? Oui, je voulais juste ajouter 3 points sur un chiffre qu'a donné tout à l'heure Didier Guillaume. 450 000 exploitations agricoles en France, 17 000 entreprises agroalimentaires et 4 centrales d'achat. Il parlait de ce déséquilibre entre les différents acteurs de la filière et du secteur, alors que justement, il faisait le point sur la loi agriculture et alimentation qui avait entraîné et qui maintenait toujours ce déséquilibre. 2 points importants, vous parlez de l'agribashing. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur, de viticulteur. Moi, quand j'étais petit, ce que j'adorais, c'était aller sur les genoux de mon grand-père dans son tracteur et dire « Ah tiens, il y a le petit tracteur rouge que je voulais ». Il y avait une certaine fierté. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, que ça soit encore vu de cette manière-là et qu'il y a un côté dénigrement de l'agriculteur. Et c'est important aussi de conserver, d'avoir cette image que l'agriculteur aussi fait du bien au territoire. Et puis, on n'a pas parlé d'un chiffre, c'est celui des suicides. Du nombre de suicides chez les agriculteurs qui est extrêmement important. On parle, le dernier chiffre qui a été donné, c'est plus de 600 sur une année. Il y a une surmortalité dans cette profession, plus 12% par rapport au reste de la population, notamment chez les hommes et les hommes âgés. Donc c'est important aussi à mobiliser parce que c'est pas une course à ceux qui meurent plus facilement ou qui meurent plus que dans d'autres professions. Mais ce suicide chez les agriculteurs est, je trouve, révélateur d'une situation extrêmement catastrophique. Il y a d'ailleurs le fameux film Au nom de la terre. On avait reçu le réalisateur d'ailleurs qui a fait plus d'1 million d'entrées. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un énorme succès. Ça va contre l'idée d'agribashing, parce qu'il a un succès parce que les agricultures, surtout dans ces situations de désespoir, ils provoquent de la sympathie, de l'empathie. Alors, etc. on est allé prendre la température, si j'ose dire, ou en tout cas tendre notre micro aussi dans une foire agricole dans les Vosges, où on a rencontré donc des agriculteurs, mais également des gens qui venaient s'y promener et découvrir sans doute aussi ce monde-là. C'est un reportage de Guillaume Gruber, regardez. Elle est la 2e plus grande foire agricole de France. Sur 22 hectares, à pousser, visiteurs et agriculteurs se donnent rendez-vous ici chaque année. Virginie est venue avec ses filles. Allez, vas-y, essaye de l'attraper. Elle connaît bien le milieu agricole. C'est là où on se voit, c'est un lieu de rencontre. Puis on parle aussi beaucoup du problème actuel des agriculteurs aussi, en tous les cas, de leur souffrance et tout ça. Même sous la pluie et dans la boue, pas question de rater cette foire traditionnelle du Grand Est. Le monde rural fascine toujours autant les plus petits, mais les récentes attaques au sujet des pesticides chagrinent de nombreux agriculteurs. On passe un peu pour les pollueurs, pour tout ça, mais après on fait attention, on ne met pas les grosses doses non plus, on fait ce qu'on peut quand même. Daniel, lui, s'inquiète de la concurrence déloyale faite aux exploitations françaises. L'Europe signe des accords avec des pays comme le Brésil ou notamment le CETA et le Mercosur. C'est des pays qui ne respectent pas les mêmes contraintes qu'on nous impose, quoi. Même constat pour ce volailler venu du Rhône. Selon lui, la France ne défend pas assez ses agriculteurs. Il y a de plus en plus de contraintes, de papiers. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille au SMIC est mieux rémunéré que quelqu'un qui travaille dans l'agriculture. Venu avec ses petits-enfants, Jean-Marc a vendu son exploitation laitière il y a 7 ans. Ce retraité comprend la détresse de certains collègues. Ils ne sont pas assez accompagnés, puis là, avec le temps, les années de sécheresse et tout qu'on passe, ils voient leur production partir et puis ils n'ont pas de compensation, quoi, les gars. De nombreux agriculteurs expliquent ne pas avoir ressenti les effets de la loi agriculture et alimentation. Votée l'année dernière, elle était censée leur permettre d'augmenter leur prix de vente. C'est peut-être quand même là le problème principal.
L'échec de cette loi, en effet. Ouais. Mais parce que, en fait, au départ, on nous a dit c'est pour protéger la filière agricole, ils seront mieux traités, on va faire moins de promotion, etc. Et puis, on réalise que ça n'est pas... En fait, ça n'avait pas... Il y avait pas une obligation légale. On partait sur le principe que c'est une sorte de vœu pieux. Si on faisait moins de promos délirantes, les agriculteurs, les éleveurs seraient mieux rémunérés. Vous connaissez sans doute le sujet aussi. Ces agriculteurs vont descendre dans la rue demain, vont aller manifester avec leurs tracteurs, etc. Que peut leur répondre le gouvernement ? Que peut leur dire quand le ministre de l'Agriculture, il y a quelques minutes, dit effectivement le compte n'y est pas sur cette fameuse loi de ce qui concerne la rémunération des agriculteurs ? Que peut répondre le gouvernement à cette colère, Nicolas Turquois ? Sachant qu'ils sont très pressés parce qu'ils ont dit on a donné un avertissement le 8, aujourd'hui on a le 21. Octobre, il ne s'est rien passé. On a l'impression qu'ils veulent une réponse immédiate. Personne ne nous parle. Alors, je reviens tout à l'heure, vous parliez du sentiment qu'ils ont. Il y a eu une réunion qu'a initiée la FNSEA la semaine qui a suivi. Et de leur précédente, je ne me rappelle plus, c'était le 8 octobre. Ils trouvaient que, je ne sais plus ce qu'il y avait ce même jour dans les médias, ils trouvaient que leurs 8000 tracteurs qui avaient fait peu d'écho dans les médias. Et donc ils se disaient, on était quand même nombreux, on a bloqué un certain nombre. 2 jours après l'attentat de la préfecture de police. Pardon ? 2 jours après l'attentat de la préfecture de police. C'est ça. Et donc c'est en ça, il y a eu une impression que, alors peut-être injustifiée, mais il y a eu une impression qu'il y a une sorte d'accumulation de contraintes, et les ZNT, je pense que vous sous-estimez peut-être l'impact que ça a eu, comment ça serait compliqué dans l'organisation du travail, même si on peut légitimement entendre les interrogations des habitants qui se disent qu'est-ce qu'il fait à côté. Juste, pardon, je crois que votre téléphone fait des interférences. Est-ce que vous pouvez l'éloigner du micro ? Rien à voir, excusez-moi. Mais alors, maintenant, si je parle à votre casquette de député, puisque vous avez à répondre à ces gens qui vivent dans votre circonscription et ces agriculteurs qui sont inquiets et qui vont sans doute aller manifester demain, que doit leur répondre le gouvernement ? Enfin, vous avez aussi la casquette de la majorité. Contrairement à ce que je crois que vous venez d'évoquer, par rapport à la loi Egalim, c'est une loi de transformation. Et il n'y a aucune loi qui fait des effets, alors sauf à mettre des subventions massives, il n'y a aucune loi qui fait des effets instantanés. Le principe, c'est d'avoir des filières de production qui soient équilibrées. Vous avez parlé de 400 000, 1700, je crois. 450 000 exploitations agricoles et 17 000 entreprises agroalimentaires. 17 000 entreprises et 4 centrales d'achat. Et il faut que les agriculteurs soient groupés pour discuter entre eux, que les coopératives qui les représentent soient groupées plutôt qu'être en concurrence les unes avec les autres. Et il y a des filières sur lesquelles, il y a des productions pour lesquelles ça se passe pas trop mal, et il y en a d'autres pour lesquelles ça n'existe pas. La filière viande bovine, par exemple, n'existe pas. Vous avez des acheteurs qui sont extrêmement morcelés face à un acheteur principal qui est en position d'oligopole et des grandes surfaces qui, elles, sont carrément en situation de quasi-monopole. Donc il faut accompagner ce mouvement de transformation, il faut dépasser. Les agriculteurs et leurs représentants ont aussi un travail à faire parce qu'il y a des secteurs de l'agriculture où ça se passe de façon correcte. Et il y en a d'autres, c'est pas le cas. Céréaliers notamment. Oui, céréaliers, ça dépend beaucoup de la conjoncture internationale. Mais il y a d'autres, pardon, je vous coupe parce que je vois que le temps défile, mais il y a d'autres agriculteurs qui sont aussi victimes, qui se disent victimes collatérales de la politique, alors, qui est très très éloignée d'eux. Je vous propose d'écouter ce viticulteur, et là on parle des rapports entre la France et les États-Unis. Écoutez. Le public américain est demandeur. Simplement, nous, ce qui nous désole en tant que vignerons, collectivement, c'est d'être les victimes un peu collatérales d'une bagarre sur des avions entre Boeing et Airbus. Voilà, là, Olivier Simulière, on est en plein dans la politique. Là, effectivement, victime collatérale, il y a une bagarre entre Airbus et Boeing, une bagarre entre la France et les États-Unis. Donald Trump décide du coup de taxer... Avec l'autorisation de l'OMC. Très fort, avec l'autorisation de l'OMC. Et les viticulteurs français, ils disent, mais attendez... Et avec un Donald Trump qui dit, je taxe les viticulteurs, mais pas le champagne, parce que M. Arnaud est venu me voir et qu'il est très sympathique.
Oui, malheureusement, dans les dossiers politiques, il y a parfois des victimes collatérales qui n'ont rien demandé. Au départ, c'est un conflit entre deux constructeurs aéronautiques. Et puis, Donald Trump frappe là où ça fait mal, là où l'industrie et l'agriculture française est la plus forte, à savoir les exportations de vin. Ils savent très bien que c'est une mesure de rétorsion qui va faire mal. Les viticulteurs s'estiment à juste titre prisonniers d'une polémique qui les dépasse. Mais malheureusement, il reste à espérer maintenant que les gouvernements finissent à nouveau par calmer le jeu et revenir à des positions plus correctes où chacun puisse recommencer à exporter et à produire naturellement. C'est ça l'enjeu. Ça a parfois des conséquences, on ne peut pas revenir en arrière. Rappelez-vous la crise de Crimée. La France prend des mesures de rétorsion en ne livrant pas les bateaux militaires qui étaient prévus. La Russie ferme ses marchés sur tout ce qui était fruits et légumes et sur la viande de porc. Et Vladimir Poutine, à ce moment-là, se dit l'alimentation, c'est une arme alimentaire. Depuis, il a massivement investi dans le sud de la Russie. Il y a des fermes gigantesques. Ma ferme fait 200 hectares, on va dire que c'est gros. Là-bas, il y a des fermes de 50 000 hectares. La ferme la plus grosse doit faire 550 000 hectares. C'est colossal, oui. C'est colossal. Et comme il y a le réchauffement climatique, entre guillemets, où une année sur 4, tout gelé chez eux, ça n'arrive plus. Ça arrive une année sur 7 ou 8. Donc, en fait, ils font des stocks, ils font des rendements qui sont phénoménaux, à des prix défiant toute concurrence, dans des conditions de production qui sont à des années-lumière de ce que nous, on accepterait, même si on peste des fois contre les normes. Et on se retrouve avec un concurrent durable sur des marchés qui est intervenu. Un de nos marchés privilégiés, c'était l'Égypte pour nos céréales, ou l'Afrique du Nord. Les Russes sont massivement présents. Les départs, ce qu'ils appellent Ukraine, sont massivement présents. Bon, en tout cas, demain, donc, ces agriculteurs seront dans la rue. C'est prévu à peu près dans toutes les préfectures. Il va y en avoir sur tout le territoire. Ils sont reçus par Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, justement sur les sanctions américaines sur le vin français. Il demande que l'Europe prenne des mesures fortes. C'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Eh bien, on le suivra bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Turquois d'être venu nous voir sur le plateau de cette émission.